Impact Business, une émission préparée et animée par Fabienne Lissac. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Impact Business. Selon l'adage attribué à Guillaume d'Orange, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est un petit peu le fil conducteur, vous allez voir avec nos invités, parce que comment faire progresser les pratiques durables et responsables, comment avoir de l'impact alors qu'il y a tant de choses à changer. Cette émission, elle va vous donner quelques clés, quelques solutions qui rendent la planète, le business plus profitable et votre quotidien plus responsable. Ici, on aime les gens responsables, passionnés. C'est le cas d'Isaac Getz. Tout de suite, le grand entretien. Getz, bonjour, bienvenue dans Impact Business. Bonjour. Alors, vous êtes conférencier, auteur de best-sellers et notamment professeur à l'ESCP. Vous avez théorisé et popularisé en France le concept de l'entreprise libérée. C'est vrai qu'il y a toute une réflexion sur le management et finalement certains patrons peuvent porter en eux une croyance assez simple que l'homme est digne de confiance et finalement il faut libérer ses potentialités. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept d'entreprise libérée qui fait tant rêver ? Oui, bien sûr. La définition que nous avons donnée avec mon co-auteur, collègue Brian Carney à ce concept, il s'agit des entreprises dans lesquelles la majorité des salariés jouissent à la fois de la responsabilité, de la liberté d'action qu'ils peuvent entreprendre pour réaliser la vision de l'entreprise. Alors, c'est un petit peu théorique, dit comme ça. Finalement, est-ce que c'est vrai de se dire que pour que les salariés donnent le meilleur d'eux-mêmes, faut qu'ils soient heureux ? Moi, j'aime bien ce concept-là. Comment on peut le décliner ? Comment il faut le comprendre ? On peut le dire que c'est quelque chose qu'on constate parce que tout le départ, si vous voulez, de ma réflexion était... J'ai commencé à travailler sur ces sujets en 2005-2004 et la France était, je ne veux pas dire inondée, mais en tout cas, il y en avait énormément d'articles qui parlaient du mal-être au travail, du souffrance au travail. Je pense que vous vous souvenez de ça. Tout à fait. Et moi, tout d'un coup, j'ai commencé à découvrir des entreprises dans lesquelles, un grand choc, les gens sont souriants. Et donc, c'est pas normal. Et ça vous interpelle et il faut, et pas une entreprise, et pas une fois, mais je les interroge. Et ils ont rigolé dans une entreprise, ils disent, on pense dans notre région qu'on nous donne quelque chose, qu'on est drogué ou je ne sais pas quoi, c'est pas normal. Voilà. Mais évidemment, si ça se passe dans un certain nombre d'entreprises, nous avons étudié quelques dizaines sur 3 continents, il y a quelque chose derrière. Et c'est ce qui est derrière, c'est intéressant que vous avez évoqué ça. Certains patrons, vous avez dit certains, effectivement, il y en a certains patrons qui disent, par exemple, qu'on peut faire confiance à des collaborateurs, et qu'ils ne vont pas abuser de cette confiance nécessairement. Que la majorité des gens, ils sont non seulement dignes de confiance, mais aussi envie de prendre de la responsabilité, envie d'entreprendre, initier des choses, agir, et qu'il faut arrêter de ce qu'on peut appeler de manière très simple, infantiliser les adultes, les salariés. Ça veut dire que le micromanagement, le contrôle détaillé, minutieux, ce serait peut-être pas une bonne idée parce que si je vous comprends bien, si on donne un petit peu d'autonomie, voire beaucoup d'autonomie, je vous ai lu, eh bien les collaborateurs, les employés se prennent en charge et vont finalement surprendre le management, n'est-ce pas ? Oui. Alors c'est bien que vous êtes, j'étais prêt déjà un petit peu à vous corriger avec beaucoup de respect. C'est pas un peu et pas beaucoup, mais totalement. Et pourquoi je dis ça, c'est intéressant. C'est quand je parle de ces sujets, parfois on me dit oui, Monsieur Getz, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et d'ailleurs, c'est une phrase. Moi, j'interviens dans beaucoup de différents pays. J'ai étudié des entreprises dans quelques dizaines de pays. C'est la phrase qui est connue qu'en France. Ah
ouais? extrêmement populaire en France. Il n'y en a pas une traduction comme ça en anglais ou dans d'autres langues. Et moi, je fais un petit peu de recherche pour comprendre. Et j'ai une question pour vous. Je ne sais pas si vous savez qui est l'auteur de cette phrase. Ah bah ça doit être un Français donc, hein? Non, non, c'est pas, il n'est pas vraiment en français, c'est Staline. Ah! Et donc, l'idée que probablement rassure des gens, parce que ça fait peur, et évidemment, bon, j'ai un doctorat en psychologie, c'est quand vous faites confiance, vous êtes vulnérable quelque part. Vous donnez les clés à une partie de votre entreprise, à un salarié qui peut-être fera une erreur. Bon, vous oubliez que vous avez fait des erreurs aussi, peut-être beaucoup plus coûteuses et beaucoup plus grandes. Donc, tout ça, c'est tout un travail et il n'y a pas beaucoup de leaders. C'est ça la clé ou le début, c'est que non seulement il faut porter certaines croyances, il n'y en a pas beaucoup qui le portent, mais par la suite aussi, il faut introduire une démarche de transformation, parce que ce que vous appelez micromanagement, contrôle, etc., c'est tout ce système-là des pratiques managériales, des structures hiérarchiques, etc., qui entretient ce mode de fonctionnement, donc ce qu'on appelle top-down, etc., où les gens, au bout de compte, sont infantilisés, déresponsabilisés, ils sont là, ils attendent, chef, qu'est-ce que je fais, chef, quoi. Et Donc, effectivement, il y a une évolution du management. Avant, on ne jurait que par la hiérarchie. Et de plus en plus, on parle de management horizontal, collaboratif. ouais. Dans quelle mesure cette autonomie et comment ça avance les projets? Si chacun est autonome, Mm. je comprends bien évidemment l'intérêt avec moins de freins, moins de contrôle. On sent qu'on a la confiance Ouais. effectivement de son management. Mais finalement, le tout, comment il avance? Si chacun est Ouais. une Alors, individualité à part entière. c'est intéressant d'abord par rapport à la terminologie. Donc, c'est même, je pense, je dois remercier vos collègues journalistes qui ont saisi ce terme d'entreprise libérée. Parce qu'au départ, en anglais, c'est un livre qui est paru d'abord aux États-Unis qui s'appelait Freedom Inc. Et donc, voilà, on parlait L'encre libérée. l'entreprise libérée, Freedom Incorporated, Ah, c'est-à-dire, pardon. voilà. Non, c'est pas l'encre. Et donc, et au départ, bon, on a communiqué comme ça un petit peu, mais on utilisait un terme en anglais, Liberated Companies, et dans la traduction française, qui est parue 2012, il y avait l'entreprise libérée dans notre livre, plusieurs fois on parlait, mais c'est ce terme-là qui a plu beaucoup aux journalistes, et je pense, donc nous finalement, moi-même et bien d'autres, on a aimé ça parce que c'est un titre, un concept qui interpelle. L'entreprise horizontale, l'entreprise collaborative, c'est très bien, c'est magnifique, ça existe depuis des dizaines d'années. Ça, je vais faire avec peut-être un petit raccourci, ça n'a interpellé ou pas changé grand-chose. En revanche, quand vous dites l'entreprise libérée, la France est un pays des gens qui ont tous passé le bac de philo. Et ça a un débat infini. Libéré de quoi? Libéré par qui? Libéré pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'était une prison? Bon, en tout cas, ça a animé, interpellé, et je pense que ça a diffusé cette idée-là, et je pense que c'est le titre était quelque part heureux. Maintenant, pour vous répondre à votre deuxième question, comment ça se coordonne, évidemment, on ne remplace pas quelque chose qu'on appelle globalement la hiérarchie, les procédures, c'est les deux cœurs d'une entreprise qu'on appelle la bureaucratie hiérarchique, par rien, parce que sinon c'est un chaos. On ne le remplace par quelque chose qu'on appelle une vision partagée qui répond à la question, mais pourquoi on vient au travail et nos contributions, il sert à quoi? Donc il y a quelque chose qu'on peut appeler globalement une finalité commune. Je sais pas si... Et deuxième point, c'est très important, ce sont des valeurs. Et donc, quand on dit qu'on fait ça dans le cadre des valeurs, par exemple de respect, de confiance, etc., tout ça, c'est plus flou, mais c'est extrêmement cadrant et on ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'on ne fait pas un truc qui s'écarte de notre vision Et commune. qui va le dire alors si on s'écarte? Ah, Il c'est y a quand même du intéressant. contrôle. Partager, je dis partager. Ok. C'est-à-dire chacun l'intériorise cette valeur-là et chacun, effectivement, il se dit mais pourquoi je dois faire, qu'est-ce que je dois choisir? Ah, je dois choisir, par exemple, pour enchanter nos clients. C'est ça notre finalité. Et pas pour réduire des coûts. Donc, je ne vais pas livrer en retard parce que le client ne sera pas content, même si ça coûte plus cher. Oui, donc, c'est des décisions très, très concrètes que je peux prendre moi-même. Je n'ai pas besoin de demander à N+1. Chef, je fais quoi? Et je ne vais pas nécessairement tolérer, moi, dans l'équipe, le retard d'un collègue. Au nom de quoi? Je ne suis pas son chef, c'est un collègue. Mais au nom de manque de respect pour moi et pour les autres. Parce que si tu viens en retard une demi-heure, c'est que c'est nous qui devons faire ton travail. Et c'est irrespectueux. Donc, il y en a des éléments qui permettent de
s'autodiscipliner sans qu'il y ait un chef qui nous discipline. Je ne sais pas si vous avez vu qu'Elon Musk, patron à la fois de Mmh. Tesla, Hyperloop, De beaucoup de choses. SpaceX, Mmh. il a tendance à dire que vous pouvez me parler directement. Mmh. Effectivement, il a remis en cause les strates hiérarchiques qui Mmh. nous sont si chères en France. Ouais. Ça va dans votre sens? C'est encore quelque chose de Alors, différent? Fabienne, c'est très intéressant que je lis, j'ai lu encore, je pense, il y en a 2 ou 3 jours. Régulièrement, il y a des articles de médias, parfois propulsés par tel autre patron ou parfois un tel autre journaliste visite telle autre entreprise, qui met en avant une mesure, une recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle, ni de une Non, je mesure pense qu'il y en a que plusieurs. fait Je une peux vous parler transformation, de même Musk. 2 ou 3, Ouais. peu importe. Ils s'entourent de C'est gens un très, très compétents, c'est plus une compétents que lui. transformation non, c'est pas une question de compétence, c'est encore une fois Très fort. question de vision partagée et Ouais. des valeurs. Mhm. Et par la suite, la transformation de l'ensemble des pratiques managériales, je dis bien de l'ensemble des pratiques managériales dans l'entreprise. C'est pas une mesure, c'est pas le télétravail, c'est pas enlever 2 couches hiérarchiques, c'est pas, je ne sais pas encore, un autre truc qui va faire bien sûr parler beaucoup, hein, ou qui va faire les salaires, payer à tout le monde le même salaire, ou que les gens peuvent prendre des vacances quand ils veulent. Il n'y a pas de recette miracle. C'est un jeu. D'ailleurs, c'est évolutif, hein, c'est pas quelque chose qu'on construit, c'est terminé. Hein. Et en permanence, on ajoute, comprends. on ajoute, on ajoute quelque chose qui va vers encore plus de confiance, encore plus de responsabilité, encore plus d'autonomie des collaborateurs, ce qui exige, comme on a bien compris, hein, moins de contrôle, moins de procédures, etc. etc. Je n'ai rien contre la hiérarchie, mais si vous me dites avec 17 niveaux hiérarchiques, on ne fait confiance des collaborateurs, j'ai envie de voir. Alors, autre idée, effectivement, dans vos ouvrages, qui va dans le sens de ce que vous dites, cette phrase: «Si on n'aime pas les hommes, on ne peut pas être un bon patron». Et ça, j'aimerais qu'on y revienne. Il ne s'agit pas de parler d'amour au travail. Absolument. On a normalement ce qu'il faut, ou c'est bien dans sa sphère privée. C'est peut-être également d'être inspiré. Également, un collaborateur peut être inspiré et avoir envie, cette capacité d'entraînement. Encore faut-il se comprendre, dialoguer. Est-ce que vous pouvez y revenir de cette expression: si on n'aime pas les hommes, on ne peut pas être un bon Alors, patron? ça, c'est l'expression de Jean-François Zobrist, effectivement, qui a créé la première entreprise libérée en France, je pense en Europe aussi, et que c'est une phrase qu'on entend hein, chez un certain nombre de leaders, pas des chefs, attention, des leaders. Et un leader, c'est qui? Un leader, c'est une personne dont les autres ont envie de suivre volontairement. Pas pour son titre, pas pour son poste, pas pour son autorité hiérarchique. Et donc, pourquoi ils le font? Bah, parce Ils y qu'ils croient? manifestent, non, parce qu'ils manifestent quelque chose vis-à-vis de, par exemple, des leaders. Je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple de Jean-François Zobrist. Chaque matin, il faisait son tour de l'usine. 1 heure. Et j'en ai vu beaucoup, hein, même dans grandes entreprises, pour tout simplement demander à des gens, regarder dans leurs yeux comment ça va, et si ça ne va pas, bah, il reviendra plus tard, demander, j'ai vu que vous vous sentez pas bien, où est le problème, etc. Donc, si vous voulez, quand vous montrez, on peut appeler ça comme on veut, hein, on peut appeler ça comme la bienveillance, l'attention, la considération, on peut appeler ça finalement l'amour si vous voulez. Hein. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous aimez les gens. Si vous allez dans un parking souterrain, après vous mettez dans l'ascenseur, et vous allez directement dans votre bureau, et je connais quelques tours à la Défense où c'est le cas, et dernier étage, personne n'a accès, sauf le PDG et quelques grands Il n'y a dirigeants. pas d'échange, quoi. On ne peut pas dire que vous aimez des collaborateurs. Ouais. Peut-être c'est un amour caché, mais en tout cas, personne n'est conscient de ça. Bon, à moins d'aimer la musique de Calogero, l'ascenseur. Isaac Getz, merci beaucoup. J'aimerais vraiment très inspirant, plein de réflexions sur le management. On va écouter justement, non pas une entreprise libérée, mais une femme libérée, Béatrice Guez. Elle est la patronne, la conceptrice de IA for Alpha, parce que vous savez qu'en ce moment, il faut parler de l'IA, puisque cette transformation digitale nous concerne tous. Alors, on s'écarte un petit peu du sujet, mais une dirigeante qui, effectivement, avec son équipe, a une entreprise tellement libérée qu'elle se développe très fort, c'est intéressant de l'écouter. On développe des différents signaux sur la base d'intelligence artificielle, de machine learning, pour aider nos clients sur l'aide à la décision. Nos clients sont principalement des investisseurs institutionnels, des fonds de pension,
des caisses de retraite, des fonds souverains, principalement en Asie, aux US. Et on a aussi des clients qu'on appelle Wealth Manager. Nos solutions permettent d'aider nos clients dans leur aide à la décision. Un exemple tout simple, un indicateur qui permet d'anticiper des régimes de crise sur les marchés en utilisant de l'apprentissage. Donc ce qu'on dit machine learning, c'est de l'apprentissage. Donc le modèle est appris dans le passé à reconnaître des situations de crise, à reconnaître les causes de ces situations de crise à partir de très nombreux indicateurs et à anticiper dans le futur et à comprendre, à reconnaître ces cas de figure pour anticiper des futures crises. Ce que font nos investisseurs institutionnels, c'est qu'ils utilisent ces indicateurs pour savoir comment calibrer leurs risques sur leur modem. Donc ils vont calibrer l'exposition action en fonction de ces indicateurs. Voilà, dans l'IA, eh bien, on parle de plus en plus de data. Dernière petite question, en bref, vous parlez de l'homme, que l'homme est bon, c'est presque rousseauiste. Avec ce monde de la data, vos réflexions, elles trouvent écho encore? Alors, c'est pas moi, c'est Jean-François Zobrist et quelques patrons qui, effectivement, ont prononcé cette phrase qu'on vous dit rousseauiste. D'ailleurs, la majorité, non. La majorité disent que l'homme est complexe, qu'elle a des bons côtés et de mauvais, et que son rôle de mettre en place l'environnement qui va ressortir et s'appuyer sur les bons côtés et pas sur les mauvais. Et c'est souvent le contraire qui se passe, effectivement, quand on met beaucoup de pression, micromanagement, etc. On crée des résistances, des conflits sociaux et tout ce qu'on connaît, le mal-être et la souffrance. Je vais faire une petite remarque sur l'IA parce que c'était très intéressant. Ce sujet-là, j'ai certain âge et en tant qu'étudiant, j'ai déjà fait l'intelligence artificielle, deep learning et des réseaux neuronaux, y compris pour ma thèse. Donc, je connais très bien ce sujet, mais dans le cadre de mes observations de toutes ces entreprises, j'ai remarqué que les collaborateurs, malgré ce qu'on pense, il y en a beaucoup qui sont férus de ça et qui épousent très, très, très vite des tendances digitales. Et je peux donner énormément d'exemples, mais je pense qu'aujourd'hui, les entreprises feront bien de solliciter les collaborateurs et réfléchir comment l'IA générative peuvent les aider à repenser les activités qu'ils font et pas nécessairement s'appuyer sur des consultants externes ou ce qu'on appelle dans les entreprises des grands sachants. Moi, je fais ça avec mes étudiants. Ils sont capables de repenser totalement des secteurs entiers pendant mon cours. Donc, je pense que les salariés, ils connaissent un petit peu plus leur entreprise, ils peuvent le faire aussi. Merci beaucoup, Isaac Getz. Il sait ce que c'est l'entrepreneuriat, il sait ce que c'est un manager, un leader. Je vous invite à lire ses livres et surtout le prochain qui va sortir bientôt. Merci d'être passé par le plateau d'Impact Business. On va ouvrir maintenant la séquence Lifestyle. Une fois n'est pas coutume, nous parlons de mode. Et oui, je reçois Zelda Citroën, entrepreneuse de la mode. Notre invitée est diplômée de l'école de mode IFM, de l'ISG. Elle sait capter les tendances. Bienvenue. Bonjour Zelda Citroën. Bonjour Fabienne, merci de votre invitation. Alors je vous présente un petit peu et puis on va parler de votre dernière initiative. Vous avez d'ores et déjà travaillé finalement dans le lifestyle, à conseiller des hôtels. Alors sur quoi? C'est ce qu'on aimerait savoir. Et puis même, vous avez créé une entreprise dans les turbans. Vous nous parlez un petit peu de ce parcours d'entrepreneuse qui n'est pas fini, bien sûr. Avec plaisir. Alors, je viens de la mode et de l'entrepreneuriat. J'ai créé, après l'école de mode l'IFM, une marque de turbans qui a été un succès presse plus que commercial, mais une expérience très riche où j'ai vendu à peu près dans pas mal de multimarques dans le monde et fait pas mal de salons. C'était une merveilleuse expérience. Je me suis ensuite tournée vers le conseil et c'est là que j'ai eu l'occasion de faire de la prospective, de conseiller toutes sortes de marques de mode sur la stratégie, voilà, et des hôtels et des restaurants. Donc ça, c'était la partie un peu plus lifestyle.
sur également des cahiers de tendance, des mood boards inspirationnels. Je travaillais main dans la main avec les architectes au moment des chantiers. Et ce qui est formidable, c'est que là, vous lancez votre dernière initiative, c'est le Shabbat Shaboum, et une sorte de rencontre, des rendez-vous, des Shabbats conviviaux. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors, Shabbat Shaboum, c'est un Shabbat Festive Club. C'est tout d'abord une expérience. C'est une expérience différente de Shabbat. C'est quelque chose de festif. C'est aller à la rencontre de l'autre. À Shabbat Shaboum, on vient seul ou à deux. On vient ni en famille ni en bande. Alors, en général, Shabbat, là, on enregistre, eh bien, c'est le vendredi, c'est familial. Et là, vous ouvrez, hein, c'est un écosystème ouvert finalement. C'est un écosystème complètement ouvert. L'idée est vraiment d'aller à la rencontre de l'autre, de se rassembler. Donc c'est un peu ambivalent parce que l'idée c'est de se rassembler. Donc il y a évidemment une idée d'entre-soi, mais d'aller à la rencontre de l'autre, donc se rassembler entre inconnus, se frotter aux autres. Et c'est, je crois que c'est un peu mon poste d'observatrice de l'air du temps qui m'a menée là, ainsi que d'autres choses dont on pourra peut-être parler. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure de la data, tout se fait devant un écran. Eh bien, là, vous recréez des rendez-vous. On va se rencontrer, on va se parler, on va faire connaissance. Donc, vous croyez au lien humain? Je ne crois même qu'au lien humain. C'est l'anti-scrolling et je pense que c'est exactement... Vous luttez contre ça, cette société qui va vers l'individualisme face à l'écran. On ne parle qu'à sa communauté, avec ses affinités, que ce soit de mode, de goût, de sport. Alors moi d'abord, personnellement, je ne lutte contre rien. Je trouve qu'il est plus doux dans la vie d'accompagner les mouvements que de lutter contre. Et puis j'ai 37 ans, donc je suis de cette génération très connectée évidemment, mais je crois qu'il faut toujours nuancer sa vie, ses passions, ses activités, ses hobbies, et que l'air du temps nous mène particulièrement en ce moment, dans cette période un peu compliquée et anxiogène, à se détacher de son écran et à se rencontrer dans la vraie vie avec des vrais mots, en se parlant vraiment. Et bien évidemment, il y a également cette rupture du 7 octobre. Au lendemain du 7 octobre, vous me dites, moi ça a changé mon ressenti, j'étais française et puis je me suis sentie d'abord juive. Donc cette envie de reconnexion reconnexion, on n'est peut-être pas perdue, mais de se rapprocher de personnes juives qui ressentent cette douleur, cette incompréhension des autres, de ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Bien sûr. Alors c'est vrai que je me sentais évidemment française et je me sens toujours d'ailleurs très française. Mais avant le 7 octobre, je crois que j'étais dans une forme de naïveté que je pensais être ma réalité, c'est-à-dire être une fille parisienne, française, Brune. brune, qui aimait la vie, les amis, la fête et plein de choses, et aussi juive et aussi libérale et aussi mille choses. Et je crois que dans les jours ou les semaines qui suivent le 7 octobre, après cet état de sidération qui, je pense, nous a tous un peu empêchés de penser sur le moment, d'un coup, je comprends, tout me revient, toutes les discussions au tablé de mon enfance, mes grands-parents, la résistance, les survivants. Et le massacre surtout de 6 millions de Juifs, voilà, la douleur. Ouais. Mais quand on est de ma génération, je crois, et qu'on a évolué dans un milieu ashkénaze très porté sur la mémoire, je suis pas sûre qu'on comprenait très bien. Je crois que j'avais pas bien compris, en fait. Et d'un coup, m'apparaît que je suis tout ce que je pensais être, mais quand même un peu, je ne suis qu'une juive aux yeux des gens. Une prise de conscience, voilà. Et donc, c'est évidemment cette conjoncture qui m'a fait avoir cette intuition et ce désir de créer Shabbat Shaboum. Et c'est l'idée de se rassembler, évidemment, avec des gens qui comprennent, pas forcément des juifs, des judéophiles, des gens sensibles, des universalistes, des humains, tout simplement, Ouais. peut-être. C'est vrai qu'il y a une différence entre ceux qui ont compris que là-bas, au Proche-Orient, il y a un débat pour la démocratie. Quand vous vous décrivez femme aimant profiter de la vie, avancer, progresser, créer, s'amuser, danser, ça ressemble à ces jeunes de Nova qui sont morts ou sur qui on a tiré et qui disent juste « we want to dance and we want to dance again ». Donc c'est des gens qui ont cette conception-là.
peu importe s'ils sont juifs ou non, que vous invitez, c'est ça? Exactement, et puis des gens tout le monde est bienvenu. Alors après, il y a une petite sélection, tout le monde peut apply en tout cas. Donc on vous fait un message privé, c'est ça? On me fait un message privé sur Instagram et ensuite je parle à tout le monde par téléphone pour toutes les raisons du monde. D'abord parce que j'aime rencontrer des gens et que c'est le désir initial de ce projet, et ensuite pour organiser des tablées cohérentes. Voilà. D'ailleurs, je viens bientôt, j'ai hâte de vivre cette expérience. J'imagine que vous m'avez mis des gens très bien à côté de moi, des voisins très bien. Vous m'avez dit, on ne sait Évidemment. pas avec qui on ressort. Je vous rappelle que je viens avec mon mari. C'est bien ce que j'ai dit, on vient seul ou à deux, Je plaisante. mais comme j'imagine que vous êtes mariés depuis plus d'1 an Oh et que oui. j'adore les codes, vous n'êtes pas obligé d'être à côté de votre mari. On va bien s'amuser. Alors, vous invitez des personnes et vous dites, mais en fait, moi, c'est dans la tradition familiale. Racontez-nous les Shabbats que vous avez connus. Peut-être pas tout le monde a des tablés de 30-50 personnes. Ça avait l'air assez vif chez vous, hein? Alors oui, alors il y avait ce déjeuner dominical chez mes grands-parents où on était vraiment très nombreux, souvent une grosse trentaine. Ma grand-mère recevait merveilleusement. Et les Shabbats, je les ai connus chez ma tante maternelle, chez qui il y avait également des grandes tablées très chaleureuses où se mélangeaient les générations, les amis, la famille. Et bref, j'ai été élevée dans cet esprit de se rassembler. J'ai été élevée dans j'ai baigné, en tout cas, je ne sais pas si j'ai été élevée, mais j'ai baigné dans un esprit festif où on se rassemblait, où on célébrait la vie et où on en profitait. Je reviens sur cette capacité que vous avez de capter les tendances, voire de les accompagner. C'est pas juste une réunion, je dirais, bon, attends, elle est en train de nous parler d'un Shabbat qu'elle invite ses amis. Non, c'est un concentré de découverte, parce que si j'ai bien compris, il y a une dimension culturelle, il y a de la musique. En termes de cuisine, vous êtes une grande experte. Racontez-nous toute cette alchimie qui fait que vous créez de la magie avec quoi? La cuisine, des objets d'art, le décor, comment? Racontez-nous. Je crois que c'est d'abord les gens qui créent de la magie, mais en effet, dans un espace où j'ai sourcé chaque intervenant, chaque objet de l'art de la table, en passant par le musicien qui va jouer de la musique live ou le chef qui va opérer en cuisine ce soir-là. Tout est sourcé, tout est un peu j'aspire à faire découvrir ce que j'aime, des gens que j'aime, des artistes que j'aime, un art de vivre qui me parle, et je pense que mélanger cet esprit-là, cette direction artistique-là avec des invités aux facettes variées, laisse la place à une magie, laisse la place à un inconnu qui lui-même laisse la place à une magie joyeuse et festive. Tout en regardant un petit peu ce mystère, cet inconnu, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on va manger? Si j'ai bien compris, il y a des origines ashkénazes, séfarades. Là, je parle de cuisine. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la table? Moi, je suis très ashkénaze, mais Bravo! ça change à chaque fois parce qu'il y a un peu l'esprit d'un club où j'espère que les gens vont avoir envie de revenir. Donc, je pense que c'est plutôt agréable de ne pas manger la même chose à chaque fois. Ça dépend du chef, ça dépend de mes envies, ça dépend de la saison. J'essaye de sourcer des produits de saison. Je source tout, en tout cas. La reine du sourcing. Je suis contente d'avoir été sourcée. Alors, on pourrait dire, mais d'où sort-elle, cette femme qui a plein d'idées? Il y a peut-être quand même un ADN assez puissant chez vous. Citroën, vous avez bien retenu ce nom, mais oui, vous êtes la petite fille d'André Citroën, cet inventeur génial de la marque Citroën. On parle de 300 modèles, hein, rappelez-vous, créé en 1919. Et bien, cette aventure entrepreneuriale, s'il en est, et bien, l'aventure Citroën, moi, ce qui m'a frappé également, c'est que c'était non seulement dans l'industrie automobile un inventeur génial, mais également un expert de la communication extraordinaire. C'est lui qui a affiché Citroën sur la Tour Eiffel pendant des mois. C'était pendant 1925. Racontez-nous cette historique, ce lien. C'est un petit peu loin, mais quand même, cette magie, ce génie, je crois qu'on le retrouve chez vous. Hein. Ah bah c'est gentil. J'y étais pas en 1925. Non, mais vous avez dû en entendre parler, c'est ça que je veux dire. Et il avait ce sens de la publicité quand même. Dans le ciel, il y avait des avions qui passaient avec marqué Citroën. Aujourd'hui, avoir sa marque sur la Tour Eiffel pendant 6 mois, ce serait un peu impossible. Hein. Déjà, l'idée, elle est géniale.
Bah, alors là, figurez-vous que pour le centenaire, la marque Citroën a remis un logo apparemment au premier étage, sous le premier étage de la Tour Eiffel. Oui, je sais pas tellement quoi vous en dire parce C'est pas que trop entendu parler? si, bien sûr, mais vous savez, porter un nom comme ça et être, descendante de personnes, si illustres qu'on n'a pas connues, Oui, on heu, dit c'est dur de se faire un prénom quand on a un parent qui a réussi. je Bah là, c'est quand c'est l'arrière-grand-parent Oui, alors qui marque autant. je crois que justement, j'ai la chance que ça ne soit pas un parent, donc je n'en ai que le magnifique nom et la magnifique histoire et pas le poids et je suis assez reconnaissante de ça, je Et je vous demande pas avec quelle voiture vous venez au Shabbat Shaboum. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Zelda Citroën, parce que pour se faire un prénom, en tout cas, c'est fait, on le retient très très bien, après un nom si célèbre, et puis ça donne envie de participer, de suivre vos rencontres. C'est pas toutes les semaines, si j'ai bien compris, c'est pour l'instant une fois par mois. une fois par mois, une nouvelle initiative à impact, parce que ça ressoude les gens qui sont universalistes. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau quand on veut avoir de l'impact? Une dernière petite question, c'est le printemps, on approche de l'été, bah, où allez-vous en vacances? Je ne sais pas si vous avez déjà des idées. Zelda, est-ce que vous penseriez à l'Allemagne? Alors je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais mis un pied de ma vie en Allemagne. Eh bien, il y a une première à tout, et je vous propose d'écouter son meilleur chantre, Bénédicte Richer, directrice de l'Office national du tourisme allemand, parce qu'elle nous parle notamment du tourisme responsable. Vous qui êtes une femme avec une conscience responsable, ça peut vous intéresser. On l'écoute. L'Allemagne est de par nature une destination responsable. Elle est accessible depuis Paris et la France en train. On a 26 relations quotidiennes ferroviaires, donc c'est quand même pas rien pour rejoindre une destination qui en plus offre la possibilité d'avoir des hébergements, des activités éco-responsables. On a d'ailleurs à l'Office national allemand du tourisme développé une carte d'Allemagne avec la possibilité pour les touristes qui le souhaitent trouver la ville, la région, des hôtels éco-responsables avec des restos locavores, éco-responsables, éco-pensés, etc. Alors, cette année en Allemagne, on a Chemnitz qui a été élue ville culturelle pour 2025. Et donc Chemnitz, qui est une ville de l'ancienne Allemagne de l'Est, dans la Saxe, vraiment l'Est de l'Allemagne, qui est une ville riche d'une culture industrielle incroyable, avec des musées incroyables également. C'est une ville qui mérite d'être découverte et le plus rapidement possible. En plus, cette année, c'est une ville culturelle, donc avec un programme assez incroyable. Je vous invite à vous connecter sur notre site internet de germany.travel pour aller voir le programme des activités qui se dérouleront dès cet été à Chemnitz. La dimension culturelle de l'Allemagne est encore une fois, j'ai envie de dire, naturelle. C'est la destination numéro 1 pour tout le touriste culturel des Européens. Plus de 340 restaurants étoilés au guide Michelin, des ouvertures de restaurants tous plus extraordinaires les uns que les autres se font régulièrement. Il y a sur le site Europa Park un parc frontalier dans la région de Fribourg qui a lui un restaurant semi-gastronomique qui permet une expérience immersive incroyable où vous mangez des plats préparés par de grands chefs dans des environnements complètement différents. Vous êtes assis à table et vous voyagez, votre table bouge et en fonction de l'environnement dans lequel vous allez vous manger quelque chose de différent. Enfin, la gastronomie en Allemagne est à découvrir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça vous a donné l'idée, l'envie d'essayer un de ces jours l'Allemagne. Un petit début d'envie. Merci Zelda Citroën d'avoir été notre invitée. Bonnes vacances. Merci Fabienne. Le chiffre du mois, on passe à la rubrique le chiffre du mois, c'est 90%. La Commission européenne a en effet pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne de 90% en 2040 par rapport à 1990. Eh bien, cet objectif fait l'objet de tractations très sensibles entre les 27 pays. Paris est contre. La France refuse que le plan de décarbonation 2040 de l'Union européenne rehausse l'objectif de déploiement des énergies renouvelables adopté en 2023 dans une directive, parce que Paris veut l'avoir remplacé par un texte qui traiterait le nucléaire à l'égal de l'éolien
et du solaire. Et oui, c'est l'un des grands enjeux du siècle, peut-être même le principal. Et pourtant, le changement climatique semble ne plus être une préoccupation majeure en ce moment. Jean Jouzel, qui est le climatologue, ancien vice-président du GIEC, alerte sur la question et il s'en désespère. Il dit pourquoi ça n'imprime pas. Je crois que c'est peut-être à cause de la difficulté de l'action, parce que chacun d'entre nous est concerné. Il sort un ouvrage, Les orphelins de la planète, avec des co-auteurs. Ce sont les jeunes, ces générations qui risquent d'être sacrifiées à cause du déni ou du confort des précédentes. Ils auront du mal, dit Jean Jouzel, et ce sera même une impossibilité dans certaines régions à s'adapter au réchauffement climatique qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle. Voilà, encore un sujet, le changement climatique, dont il faut s'occuper chaque jour. Tout de suite, on passe à une séquence IA. Impact Business va à la rencontre des acteurs de l'innovation et notamment de Xavier Fischer. Avec son frère Lucas Fischer, il a créé la start-up française Datacalab, spécialisée dans la compression d'algorithmes. Et l'IA s'est fait racheter cette start-up par Apple. C'est pas rien, elle avait été fondée en 2017 et au début, Datacalab était spécialisée sur l'analyse des visages. Cette technologie est utilisée pour détecter le port du masque en période de Covid, ainsi que pour mesurer les émotions des spectateurs du cinéma. Eh bien, elle a eu de plus en plus d'applications. Donc, rachetée par Apple, c'est magnifique. Il nous a tous fait impression, Xavier Fischer, lors de l'événement Finance et AI, menaces ou opportunités du FSGU. Alors, peut-on dominer la technologie? C'est la question que je lui ai posée. Il faut la dominer, on l'écoute. Le monde dans lequel on est absurde. Se faire la guerre, quand des gens se tuent et tout ce qui se passe, c'est juste l'horreur. Et donc, il y a des choses comme le nucléaire qui ont créé l'horreur, mais qui ne sont plus utilisées, on n'espère plus jamais, mais qui permettent de dissuader. Moi, la question que je vais poser, à laquelle je n'ai pas la réponse, mais que je vois en ce moment, il y a beaucoup de boîtes de défense, de souveraineté qui se montent. Typiquement, des entreprises qui disent « je peux fabriquer des drones pour 1 000 $. Donc du coup, demain, je pourrais envoyer des drones, 10 drones sur un soldat. Donc si un soldat est sur le champ de bataille, j'envoie 10 drones dessus, le soldat, il n'y a plus de soldat. Et donc, finalement, ça va être le nouveau pouvoir de dissuasion. Et peut-être qu'on peut créer un monde dans lequel on ne meurt plus à la guerre. Donc en fait, encore une fois, la question c'est est-ce qu'on va tuer plus de gens ou moins de gens? Et c'est là où l'homme qui contrôle la machine va créer la chose avec ses valeurs. Le point clé, c'est qu'il faut que les gens qui gouvernent et que les gens qui décident soient les gens qui savent ce qui se passe dans la machine. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui prennent la parole ne sont pas les gens qui savent exactement comment la technologie fonctionne. Même moi, je ne pense pas avoir le niveau technique suffisant pour être celui qui seul décide si cette technologie doit être déployée ou pas. Mais par contre, je connais les gens qui sont ceux qui font la recherche profonde dans ces sujets et je sais leur parler. Et je pense que comme dans la religion, parfois on le retrouve, mais c'est dans toutes les religions finalement. On peut étudier des textes, en débattre, comprendre ce qu'on va en faire. Il faut qu'on fasse la même chose avec la technologie pour pouvoir voir ce qu'on veut faire du monde de nos enfants. Je pense que le sujet dans lequel vous ne n'avez pas d'argent, si vous êtes capable de tenir des investissements sur 5-10 ans, c'est d'investir dans les infrastructures. Donc investir sur du Nvidia, sur du AMD, sur du ARM, sur du TSMC, sur du Supermicro, sur du Dell. C'est tous les gens qui déploient les data centers. Voilà, je peux vous dire que quand Xavier Fischer a quelque chose, il faut l'écouter. Il est jeune, mais vraiment expert de l'IA. Extrêmement prometteur. Impact Business, voilà, c'est fini. Vous fait découvrir quelques innovations. Merci de nous avoir suivis à la radio, sur DAB+, sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, l'impact, c'est à la portée de tous. Merci de votre attention.